tous. Merci d'assister à ce webinaire de Génération Libre pour la sortie de notre nouvelle note avant la période estivale. Je vais laisser la parole à Maxime Sbailly, notre directeur général, et puis ensuite à Raoul Maniberton, auteur de notre note. Maxime, à toi. Merci beaucoup Christophe et donc bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc on est en direct sur Zoom et je crois aussi sur Facebook en ce moment. Je suis donc le directeur général de Génération Libre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un think tank qui réfléchit à des nouvelles idées, quel que soit le contexte politique du moment. On est là pour faire des propositions et les détailler dans des publications, dans des rapports. On a déjà fait cette année 3 notes assez importante, une sur une consultation budgétaire citoyenne qui propose de réconcilier les Français avec l'impôt, une deuxième, un gros rapport qui a été écrit par Raoul Maniberton, qui remplit donc pour cette note aujourd'hui, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure, donc qui a déjà travaillé sur la décentralisation avec un très gros rapport qui a fait du bruit, et très dernièrement l'Observatoire des libertés confinées que vous pouvez retrouver sur notre site web, qui recense toutes les restrictions de liberté qui sont encore malheureusement en cours et qu'on estime qu'il est très important de les recenser, de les lister pour faire en sorte que la crise ne se transforme pas en une baisse et en une restriction des libertés pour tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, on inaugure une nouvelle série qu'on a commencé, en fait, c'est aujourd'hui, c'est le point de départ, sur l'éducation. Alors, c'est un sujet qui est très important parce que l'éducation, on entend beaucoup parler d'école primaire, on entend beaucoup parler de la récente réforme du lycée, du collège, et on entend rarement parler de l'enseignement supérieur. Depuis la loi LRU sous Nicolas Sarkozy, on entend très peu de voix se lever pour dire qu'il faut aussi continuer à adapter notre système d'enseignement supérieur au monde, à la réalité économique d'aujourd'hui et aux aspirations des étudiants. Et donc aujourd'hui, on commence avec cette série avec une note qui est très intéressante parce qu'elle s'attaque à quelque chose qui est très palpable, en tout cas très important pour les étudiants, qui sont les frais d'inscription. On va travailler aussi, enfin on est déjà en train de travailler aussi sur un plus gros rapport sur la gouvernance des universités, leur autonomie, leur facilité à recruter ou à lever de l'argent, ce qui est aujourd'hui encore très encadré, beaucoup trop. Et donc ça fera l'objet d'un rapport plus loin, et puis potentiellement aussi travailler sur l'autonomie des écoles primaires, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup. L'éducation, de manière générale, nous intéresse énormément parce qu'on en parle beaucoup, mais on oublie de dire que c'est là en fait que tout se joue. C'est un peu le nerf de la guerre, même pour des libéraux comme nous, encore plus pour des libéraux comme nous. Quand on parle d'égalité des chances, quand on parle de mobilité sociale, c'est à ce moment-là que tout se joue. Et malheureusement, on ne peut pas être satisfait aujourd'hui du rôle de l'école, du rôle de l'enseignement supérieur dans cette on va dire, exigence de mobilité sociale qui est fortement bloquée en France. Et donc, il faut s'attaquer à ces sujets-là. Ce sont des sujets compliqués, mais ce n'est pas pour ça que on ne travaille pas dessus. Donc, juste pour revenir sur la note, je vais laisser la parole à Raoul Maniberton tout de suite. Il va vous détailler en fait l'argumentation et la proposition. Vous avez dans le chat le lien pour accéder à cette note. Vous pouvez la retrouver sur notre site web si vous allez sur generationlibre.eu et que vous allez dans idées, vous pouvez la retrouver directement. Vous verrez, c'est une très belle note, très illustrée, très chiffrée, très argumentée. Et donc, je vais laisser la parole à Raoul. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat directement. Et Christophe se chargera donc de les rassembler. Et ensuite, on a une petite demi-heure, entre 11h30 et midi, pour échanger tous ensemble autour de cette note. Et puis ensuite, vous pouvez la retrouver, bien sûr, dans les Échos aujourd'hui, je crois, en ligne, et demain dans le print. Et puis dans d'autres médias, en tout cas, on espère. Donc voilà, je laisse la parole à Raoul et je vous remercie encore une fois tous d'être présents à ce webinaire. Eh bien, merci Maxime. Donc, je vais présenter cette note qui s'intitule donc Révolutionner les frais d'inscription, promouvoir la justice et l'excellence dans l'enseignement supérieur. Promouvoir la justice et l'excellence dans l'enseignement supérieur, c'est le sous-titre, mais c'est la chose la plus importante. Effectivement, dans la première phrase, révolutionner les frais d'inscription, c'est Génération Libre qui l'a mis. Moi, je suis toujours plus prudent quand il s'agit de révolutionner. Je préfère des choses qui soient très progressives. Mais bon, il est vrai que c'est très différent le système de celui qu'on a actuellement, tout en
l'objectif, c'est montrer comment on passe de l'un à l'autre. Parce que souvent, on est frileux à faire des changements importants alors qu'ils n'exigent pas beaucoup de complications. Donc, j'en viens au point central de la note, qui est centré sur l'idée que, comme le dit Maxime, l'éducation est très importante, ça doit rester un service public et ça doit être, c'est quelque chose qui est aujourd'hui particulièrement très important vu le nombre de métiers qualifiés qui nécessitent une formation supérieure. Alors, les enjeux de l'éducation, il y en a deux et qui parfois rentrent en conflit. Le premier enjeu, c'est la qualité de l'éducation, c'est-à-dire la faire la mieux possible, former les étudiants le mieux possible afin qu'ils soient cultivés et compétitifs, et cela en dépensant le moins possible. Rapport qualité-prix, bon, il va de soi que c'est quelque chose qui est voulu en soi par tout le monde. Enfin, si un jour on aura quelqu'un qui dit je suis diplômé de l'université du Havre et qu'à Harvard ils disent on est très impressionné, voilà, c'est ça le but qu'il s'agit d'obtenir avec un service qui est donc efficient. Le deuxième aspect, par contre, qui est important, c'est la question de la justice sociale, qui est très importante pour un service public et qui se décline de deux manières. La première, c'est que l'éducation, comme les autres services sociaux, doit être accessible à tous, donc aussi bien en quantité qu'en égalité des chances, si on veut. Et il doit être également financé de façon équitable, c'est-à-dire pas de façon à qu'il soit rapporté aux revenus des gens, mais aussi à l'utilisation des gens de ce service. Alors, parfois, quand on débat donc des services publics, l'impératif d'efficience et l'impératif de justice peuvent rentrer en conflit. On peut dire qu'il y a des gens qui veulent plutôt un système juste, et tant pis pour l'efficience, et d'autres qui veulent un système plus efficient, donc tant pis pour la justice. Donc cette note ne se positionne pas là-dessus, puisque il se trouve qu'en France, nous avons un système qui est injuste et inefficient. Donc ce n'est pas très compliqué de faire mieux, au sens où il y a plusieurs systèmes qui sont plus justes et plus efficients. Et nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que le système qu'on propose est non seulement plus juste et plus efficient que le système français, qui n'est pas difficile, mais aussi que ces alternatives qu'on peut imaginer. Alors, on en vient d'abord au principe d'efficience. Pourquoi le système français n'est pas très efficient? Bon, déjà, dans les faits, il se trouve que nous avons un système qui pèse beaucoup sur les impôts, puisque les systèmes d'éducation, dans l'ensemble, c'est la première dépense publique, et pourtant, le financement de l'enseignement supérieur reste inférieur à la moyenne européenne. Donc, on sent que c'est un système qui a du mal à dégager de l'argent. C'est déjà le premier poste de dépense, et pourtant, nous n'y arrivons pas. Le deuxième aspect, c'est de voir les classements internationaux qui sortent. Bon, PISA, c'est beaucoup sur l'enseignement obligatoire. Après, il y a les classements de Shanghai qui classent les universités et qui montrent que les universités françaises ne sont pas très bien classées. Donc, on sent qu'il y a un effort à faire, et notamment dans l'enseignement aussi, puisque le système français fonctionne comme un système public dans lequel chacun paye les impôts, et avec ces impôts, l'État fournit le service. Donc, il s'agit on prend l'État comme notre intermédiaire. Et le problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit comment marchent les universités, il y a disons les employés, qui sont les enseignants et tous les autres employés qui sont dans une université, qui ont une marge de décision très importante sur les programmes, les temps, les sélections s'il y en a. Et puis après, on a la population des usagers, que ce sont les étudiants, qui sont dans les instances, mais ils ont un impact beaucoup moins fort. Et il y a les contribuables qui, eux, ne sont pas représentés, sinon par l'État directement. Or, pourquoi c'est important de distinguer ces trois populations? Parce que
évidemment, les étudiants sont intéressés à avoir le meilleur service possible, les contribuables au moindre coût, et ceux qui fournissent le service, ils sont intéressés à être dans les meilleures conditions de travail possibles. Normalement, lorsque les trois ont le même impact sur le système, on obtient quelque chose d'équilibré. Lorsqu'un groupe, là, on tire vers l'intérêt de ce groupe. Donc aujourd'hui, c'est l'organisation est très en faveur des employés. Donc on a quelque chose qui fait que, par exemple, les étudiants, tout ce qui est information pour les étudiants, accompagnement des étudiants, information pour savoir quel type d'université choisir, nous sommes encore à un stade qui est assez bas. Ça, c'est pour l'efficacité. Maintenant, on passe à la justice. La justice, donc, il y a trois problèmes liés au système français. Le premier problème, ça s'appelle la redistribution inversée. C'est l'idée que nous avons un service public et l'idée, c'est est-ce que c'est bien ceux qui sont plus avantagés, ceux qui sont plus riches et ceux qui l'utilisent qui le financent. En fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe puisque le système de financement par l'impôt fait que tout le monde le finance et pas seulement ceux qui ont obtenu le diplôme. Donc, y compris, nous on a pris l'exemple dans le rapport, moi je suis professeur d'université et ma femme de ménage finance l'université de mes enfants, sachant que les siens ont moins de chances, mais ça on en parlera après, d'aller à l'université. Donc là, on a une situation dans laquelle quand on fait les simulations, en gros, les plus désavantagés payent pour les plus avantagés. Il faut aussi voir que, ça je le dis parce que parfois on n'a pas automatique, même si ici on a un public averti, même ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, ils payent la TVA. Donc de toute façon, il y a un financement de tout le monde qui finit par être, disons, les non-diplômés sont des contributeurs nets et les grands diplômés, c'est des bénéficiaires nets. Alors, évidemment, on pourrait imaginer qu'il s'appelle, ce système, ça s'appelle tout simplement solidarité, puisque c'est la même chose à l'hôpital, c'est les sains qui payent pour les malades. La grosse différence, c'est que les malades, c'est quelque chose que personne ne souhaite être, et donc dans un hôpital, en fait, le système est assurantiel, fait en sorte que ceux qui ont la moindre chance que les autres, c'est-à-dire ceux qui tombent malades, sont financés par les autres. C'est une assurance classique. L'université, ce n'est pas pareil. C'est un système où il doit sélectionner les plus chanceux. Ceux qui passent par l'université, c'est les élites. Ceux qui bénéficient du diplôme, on sait qu'il est très corrélé avec la réussite économique. Donc, c'est précisément, on est en train de sélectionner les plus avantagés. Donc, le système par lequel les gens, tout le monde paye pour eux, c'est plus un système comme à l'hôpital qui est solidaire, c'est plutôt un système où tout le monde paye pour avoir ses propres élites et le succès de personnes qui réussissent. Le deuxième problème, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que, bien sûr, le système éducatif est financé par des gens qui n'ont pas fait d'études, mais d'un autre côté, comme il y a égalité des chances, cela peut être en partie compensé. En fait, l'égalité des chances est particulièrement absente en France. On a même des niveaux qui sont comparables avec les pays qui ont des universités beaucoup moins accessibles, beaucoup plus sélectives, parce que, pour deux raisons principales. La première, c'est que le système français ouvert à tous est en réalité un système universitaire ouvert à tous. Et puis, on a toutes des filières qui sont au contraire très sélectives, les grandes écoles, qui sélectionnent les gens qui ont les meilleures notes, qui sont issus en grande partie des cadres supérieurs et professions intellectuelles. Donc, nous avons, pour donner un chiffre, cadres supérieurs et professions intellectuelles sont 19% dans la population, sont 62% dans les grandes écoles. Donc, l'écart est très fort. Et
concernant l'université, l'université attire effectivement un peu plus les personnes qui viennent de, de familles qui ont moins étudié ou pas étudié et moins fortunées, mais il attire toujours plus de personnes issues des classes plus riches et plus instruites, mais qui sont moins bons. Donc, c'est des gens qui, en fait, au final, lorsqu'on a de l'instruction et des diplômes en famille, on arrive toujours à faire des études grâce au fait qu'il y a un système universitaire. Si on n'est pas sélectionné par une filière d'élite, on va dans l'autre système. Donc, en fait, il y a à la fin quasi 100% des personnes déjà diplômées qui vont à l'université et un score beaucoup plus bas. Il y a environ 20% des personnes qui ne sont pas, dont les parents n'ont pas fait d'études et qui vont quand même faire des études supérieures. Donc, il y a bien un système dans lequel non seulement les pauvres payent pour les riches, mais en plus, les non-diplômés payent pour les diplômés plutôt, mais en plus de ça, les non-diplômés sont très liés non pas à leur choix, mais à la situation des parents. Donc, nous avons aussi des problèmes importants de justice de ce point de vue. Il y a un dernier problème qui est plus récent, qui est un peu moins exploré, c'est l'idée de la mobilité internationale. Lorsqu'on fait vivre un service public sur l'impôt, comme celui-ci, on a systématiquement le problème que non seulement les non-diplômés le payent, mais les diplômés ne le payent pas. Un certain nombre. C'est-à-dire que la mobilité internationale, aller travailler dans un autre pays où on a été formé, comme c'est mon cas, c'est en train d'augmenter très fortement. Et ceux qui vont travailler dans les autres pays, en ce qui concerne l'Europe, sont souvent, mais en ce qui concerne le monde aussi, sont souvent les plus instruits. Ce qui veut dire qu'on a été formé aux frais de nos parents et de la femme de ménage de nos parents, mais nous, on ne contribue pas à l'université puisqu'on va contribuer à l'université d'un autre pays. Donc là-dessus, ça augmente encore plus cette injustice qui fait que les diplômés bénéficient réellement gratuitement, c'est-à-dire même pas ont contribué par leur impôt à un système qui, en fait, leur a apporté la possibilité de s'épanouir, s'enrichir et aussi aller à l'étranger. Donc voilà tous les problèmes que pose le système français et à chaque fois, il faut faire face à ces problèmes. Donc, je les résume, efficacité, redistribution inversée, égalité des chances et discrépance entre financeurs et bénéficiaires. Le dernier aspect, la mondialisation. Donc, quand on pense à un autre système possible, il faut penser à ces 4 aspects pour voir dans quelle mesure ils sont améliorés. Donc, j'en arrive tout de suite pour aller plus vite à la proposition. Et je vais dire 2 choses. Une, comment elle répond à ces 4 problèmes. Et la deuxième, c'est comment l'instaurer en France de façon crédible à court terme. Quels sont les problèmes d'ailleurs qui peuvent être posés. Premier aspect, comment il marche? Ça s'appelle le système oregonais qui a été mis en place à titre expérimental en Oregon en 2013 et qui est en train d'être mis en place dans d'autres États américains parce qu'il commence à avoir un certain succès. Alors, on n'a pas un retour d'expérience millénaire, mais le succès, disons, est là, donc il vaut mieux le connaître et en explorer les possibles conséquences. Sachant qu'il, par certains aspects, ressemble aussi à des systèmes existants, donc nous savons déjà résoudre certains, on a déjà des retours d'expérience sur des aspects de ce système. L'idée est très simple, les étudiants vont étudier de façon entièrement gratuite. Non seulement ils n'ont pas à payer les frais d'inscription, même petits, c'est 0, mais en plus, ils peuvent bénéficier systématiquement de revenus pour faire face au problème de la vie étudiante. Puisqu'on doit quand même vivre pendant qu'on fait les études. Cependant, une fois qu'ils ont fini les études, ils sont engagés contractuellement à payer un pourcentage de leurs revenus, alors l'exemple de l'Oregon c'est 3%, pendant une durée de vie. L'exemple de l'Oregon c'est 24 ans. Donc pendant 24 ans, on paye 3% à un fonds public qui est le fonds de l'université qui nous a formés. Par exemple, l'université du Havre.
naturellement, cela, qu'est-ce qui permet de faire? Premièrement, prenons un problème de justice, le problème de la redistribution inversée. Ce système permet d'assurer le fait que lorsqu'on n'a pas fait d'études, on ne paye pas. Lorsqu'on a fait peu d'études, on paye moins. Et lorsqu'on a fait des études, eh bien, on paye un pourcentage du revenu. Donc, il y a aussi une solidarité, une caisse commune. C'est-à-dire que si on a fait les mêmes études, mais moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup plus riche, eh bien, je vais payer mes études comme si j'avais étudié à Harvard, en fait. Alors que si moi, je fais des études et je trouve j'ai une vie professionnelle moyenne, eh bien, je vais payer comme si j'avais étudié, voilà, dans une université moyenne. Alors qu'on était à côté, dans la même classe. Donc, il y a une sorte de solidarité entre étudiants et une exclusion des non-étudiants dans le financement de l'université. Ça, c'est par rapport à l'université, le principe inversé. Quand on voit l'égalité des chances, ce qui est très important, c'est que ce système va permettre aux moins instruits et aux moins riches de pouvoir intégrer l'enseignement supérieur, puisqu'ils les coûtent au moment où ils sont étudiants encore moins que le système actuel. Pas de frais d'inscription, plus de bourses. D'autre part, et les bourses, d'ailleurs, on peut même les augmenter avec ce système, alors qu'on ne peut pas le faire, mais bon, ça, c'est une question plus technique. Deuxièmement, les personnes qui vont choisir l'université, ils peuvent être inhibés lorsqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'avantages liés à l'activité de ses parents. Ils peuvent craindre de trop rembourser. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils peuvent étudier gratuitement et puis rembourser à une banque, mais le problème, c'est que si on n'est pas assez riche, le remboursement porte à des surendettements. Or, avec ce système du pourcentage pendant 24 ans, on est sûr que même si l'université ne nous apporte pas grand-chose et on ne gagne pas beaucoup, on ne remboursera pas beaucoup, voire rien si nous avons rien. Donc, en fait, le prix de l'université s'adaptera à ce que nous aurons. Et ça aide beaucoup l'égalité des chances parce que ça ne met pas des freins à choisir à l'enseignement supérieur. Troisième aspect, est-ce qu'il y a décalage entre financeurs et bénéficiaires? Non, puisque comme nous avons vu, les gens qui n'ont pas de diplôme ne le financent pas, mais les gens qui ont un diplôme le financent même quand ils partent à l'étranger. Il ne s'agit pas d'un impôt territorial, mais il s'agit d'un contrat qui a été garanti par l'État, mais un contrat quand même. Il y aura des impayés là-dessus, hein, soyons clairs, mais aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'accords pour faire respecter les contrats. Et en fait, le système qui s'appelle le système australien, qui est un peu différent, mais qui utilise ce système de contrat, permet d'obtenir un recouvrement qui est très important. Donc, ça, on a déjà des outils qui permettent d'avoir assez confiance dans le recouvrement. Pour les problèmes de justice, donc, on est mieux. Nous avons plus d'égalité des chances, plus d'égalité de contribution, et on est sûr de faire payer ceux qui en bénéficient. Qu'est-ce qu'il en est de l'efficience? L'efficience, un des aspects intéressants, c'est que les étudiants, bien sûr, vont finalement payer dans l'avenir, donc ils vont faire des choix responsables. Nous n'aurons pas des étudiants qui traînent juste pour faire, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ou alors pour obtenir une bourse une année du moins, quitte à pas être renouvelé parce qu'ils ne travaillent pas assez. Donc tous ces systèmes n'existe pas. Quelqu'un qui a passé une année à l'université la payera par la suite. Donc, il faut qu'il fasse un bon choix. Mais l'originalité de ce système n'est pas seulement de donner des incitations aux étudiants, des responsabilités. Beaucoup d'autres systèmes le donnent. L'originalité de ce système, c'est de donner de la responsabilité aux établissements. Parce que les établissements, eux, les universités, par exemple, se financent par la réussite de leurs étudiants. Donc, si on forme que des chômeurs, nous n'aurons pas d'argent. Qu'est-ce que cela implique? C'est que quand on va recevoir un étudiant, on va devoir non seulement assurer la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité du suivi et
par la suite de donner des opportunités, des bons stages, tenir des statistiques. Tout ce qu'on n'a pas du tout d'incitation à faire aujourd'hui sera fait, y compris pour avoir une vue assez fine du devenir des étudiants, puisque les services fiscaux de l'État garantissant le remboursement, il sera obligé d'avoir toute l'information sur le suivi des étudiants. Voilà, donc ces aspects-là va pousser un étudiant qui va dans une université où il y a le système oregonais, va se dire, cette université est motivée à ce que je réussisse. On sait qu'elle est motivée. Aujourd'hui, l'étudiant ne se dit pas ça, l'université n'est pas motivée à la réussite de ses étudiants, à part des motivations personnelles que peuvent avoir certains profs, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, sachant que le système est mieux, la question qui se pose, est-ce que c'est un système réaliste, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer du système qu'on a à ce système-là? Et j'en finis avec ça. La réponse est, il y a un problème. Le problème est, ce système demande à que les remboursements soient faits après, le financement. Ce qui fait que si on met aujourd'hui en place le système, nous n'aurons pas le financement dû aux anciens étudiants, on n'a pas d'anciens étudiants, et pourtant, on doit fournir un service sans frais d'inscription et possiblement avec des bourses. Donc, en fait, à court terme, ça risque d'être plus cher. Or, sachant que les dépenses publiques aujourd'hui sont un peu en difficulté, c'est difficile de demander un engagement de l'État pour lancer le système, sachant qu'il commencera à être intéressant dans 12 ans et encore plus intéressant en fin de cycle, c'est-à-dire au bout de 24 ans. Ce qui veut dire que voilà, quelqu'un qui veut être réélu à court terme ne va pas être peut-être aussi incité à le faire. Donc, la solution qui a été trouvée encore une fois par les Australiens est très simple. L'idée, c'est de ne pas appliquer obligatoirement ce système et d'offrir aux étudiants la possibilité de payer tout de suite, mais cher. Par exemple, les universités au Royaume-Uni coûtent 9 000 €, donc un prix de ce type. Donc, chaque étudiant aura la possibilité, si entrer dans le mécanisme oregonien, donc s'engager à payer pendant 24 heures 3%, ou alors payer tout de suite quelque chose comme, mettons, 1500, 1500, 2000 € par an, voire 3000 ou 9000. Cela, il va se passer la chose suivante quand on fait ça. Il y a un petit nombre d'étudiants qui sait être très performants et qui sait en plus qu'il va réussir dans leur vie. Par exemple, des étudiants brillants qui, par ailleurs, envisagent de prendre en main l'entreprise des parents. Donc, c'est une entreprise florissante. Eux, ils savent déjà qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Ces étudiants-là savent qu'ils se retrouveront à payer 3% de leurs revenus, ça va être très haut. Ça équivaudra peut-être à 35 000 €. Donc, ils préféreront payer tout de suite plutôt que devoir payer très cher plus tard. Or, selon nos simulations, ces étudiants font partie de 3% d'étudiants, 1% de la population. Donc, en faisant le calcul avec ces 3%, ça veut dire que si on donne cette possibilité de payer tout de suite, mais très cher, en France, nous aurons environ 5 milliards d'euros tout de suite. Sachant que les frais d'inscription aujourd'hui rapportent 3 milliards d'euros, ça veut dire que nous aurons l'argent nécessaire pour faire démarrer la chose. Est-ce qu'au bout de 24 heures, ça sera avantageux? On a fait encore les calculs selon différents taux et différentes durées, et on arrive environ toujours autour de 40 milliards d'euros de financement de l'éducation supérieure contre 27 milliards aujourd'hui. Donc, on gagne 13 milliards en fin de cycle. Voilà. Voilà les avantages. Nous avons un système plus juste et plus efficace. C'est un peu l'idée générale que je voulais lancer. Donc, un système qui ne se prête pas à des discussions de type plutôt il faut plus de justice ou plus d'efficacité, mais qui se prête à vraiment une discussion technique sur comment améliorer notre système actuel. Voilà, j'en ai fini.
on peut lancer peut-être la discussion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ah, très bien, parfait. Et ben écoutez, pour les participants, je vous invite à poser vos questions dans le chat sur la droite. Et étant donné qu'on est une petite vingtaine, je pourrais éventuellement vous donner la parole pour que vous posiez de façon ciblée et courte la question. Donc, je vais peut-être commencer avec celle que je vois de Robert Charby. Alors, Depuis combien de temps le bah, système origami fonctionne-t-il? voilà. Il a été mis en place en 2013. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la première cohorte d'étudiants qui est rentrée avec ce système, ce n'est pas pour tous les étudiants, hein, c'est un projet pilote, donc qui concerne quelque chose comme 300 étudiants. Donc, ces 300 étudiants ont fini leur cycle et ils commencent à travailler. Donc, ils sont au début de leur période de travail. Question d'Albin. Que peuvent être les effets pervers d'un tel système? Alors, quand on fait un système un peu mutualiste, parce que tous les étudiants travaillent et puis les plus riches payent pour les pauvres, il y a toujours deux effets pervers possibles qui sont, disons, dans la littérature économique. Un qui s'appelle l'aléa moral, je vous donne les mots, hein, et l'autre qui s'appelle, bon, on va commencer avec l'aléa moral. L'aléa moral, c'est l'idée de dire est-ce que les étudiants vont avoir moins d'incitation. C'est-à-dire, comme ils savent que même s'ils sont pauvres, ils n'auront pas à rembourser beaucoup, est-ce qu'ils vont être moins motivés à travailler à l'université puisqu'ils n'ont pas peur d'être ruinés? Cette question s'est beaucoup posée aux États-Unis, mais non, on n'a pas besoin de la poser en France, par contre, parce qu'en France, l'aléa moral est encore plus grand, enfin, de ce point de vue. C'est-à-dire que le système oregonais augmente la responsabilité des étudiants. Aux États-Unis, comme les étudiants faisaient des prêts pour eux, évidemment, il la diminue un peu. Donc, de ce point de vue, on n'a pas cet effet pervers en France, même si par rapport à un système privé pourrait avoir ce système, ce problème. Le deuxième, qui s'appelle le problème, c'est l'antisélection. L'antisélection, ça veut dire est-ce que les gens qui vont prendre ce système sont précisément les gens moins bons? Les meilleurs étudiants vont plutôt prendre un système fixe, un préfixe, parce qu'ils savent qu'ils vont être très forts sur le marché. Et donc, au final, ça fait que ceux qui prennent le système finissent par avoir des moins bons revenus. Et cet effet pervers peut exister lorsqu'on a un choix. Et d'ailleurs, on le fait exister, comme j'ai dit, avec des tarifs qu'on peut payer tout de suite. Mais là aussi, la question est, il y a un article là-dessus intéressant sur comment ça marche. Cet effet est d'autant plus grand qu'il n'y a pas de mobilité sociale. Donc, si les riches savent qu'ils vont devenir riches et les pauvres savent qu'ils vont devenir pauvres, l'antisélection va avoir un effet très fort. En revanche, si on ne sait pas, s'il y a beaucoup de mobilité sociale, là, le système assurantiel fonctionne et l'antisélection va être faible. Donc, tout le pari là-dessus, et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, même si c'est de voir si ce système favorise suffisamment l'égalité des chances pour rendre moins visible le futur des étudiants. À ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Raoul, je vais compléter ta réponse si tu me Oui. le permets. Oui, oui, Je vais répondre aussi parce que je vois qu'en fait, il y a eu un poursuite de la question par Albin. Juste pour me présenter très brièvement, je suis le directeur des études de Génération Libre. On a travaillé avec Raoul sur la note, donc c'est à ce titre que je me permets aussi de répondre à la question. Concernant les domaines, donc disons, voilà, peu et très rémunérateurs et la possibilité de délaisser les départements type philo ou lettres, alors c'est quelque chose dont on parle dans la note, on y répond. Alors bon, évidemment, c'est un risque, hein, c'est une conséquence qui pourrait advenir. Nous, on fait deux réponses à ça.
La première, c'est de dire qu'il va y avoir peut-être un rééquilibrage, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura peut-être moins de gens dans certaines filières qui aujourd'hui n'offrent pas de débouchés suffisants, mais quand on arrivera peut-être à un étiage, alors là qui sera déterminé par les choix des individus, par effectivement les salaires espérés, etc., euh, ces filières peut-être un peu plus resserrées, avec des étudiants motivés, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que ça devienne des filières d'excellence. D'ailleurs, on voit dans certains pays qu'on peut faire de la philosophie. Au Royaume-Uni, on fait de la philosophie ou de l'histoire à Oxford, et ensuite on va être banquier à la City. Donc, je pense qu'il voilà, il n'y a pas de fatalisme que forcément, si on fait de la philo, de la socio, je suis un peu caricatural, mais c'est l'idée, on ne puisse pas trouver de travail rémunérateur. Donc ça, c'est la première chose. On fait ce pari-là et que les gens, de toute façon, étudieront aussi ce qu'ils ont envie d'étudier. Le deuxième, c'est que de toute façon, les universités, même si effectivement des filières sont peut-être structurellement moins rentables que d'autres, pourront mettre en place en fait en interne des systèmes de péréquation, c'est-à-dire on récupère beaucoup d'argent par les gens qui ont fait de la finance et on va aussi peut-être subventionner nous-mêmes la philosophie parce que les universités ont une mission éducative et elles vont pas, ça restera des universités gérées par des professeurs, par des, voilà, qui n'ont pas pour idée de faire du bénéfice, donc on faut aussi miser là-dessus. Voilà. Donc il devrait y avoir suffisamment de garde-fous pour que on ait un rééquilibrage plutôt qu'effectivement une disparition totale des filières dites non rentables, si tant est qu'elles existent. Il y a plein de questions, donc on va être plus concret. Effectivement, la question, plus c'est concret, plus la réponse est courte et peut-être fait discuter. Donc, parfait, Vincent, ce que tu as dit. Juste deux anecdotes pour illustrer ça. L'université, le département de philosophie qui est coté d'après les classements internationaux, c'est celui de la NYU à New York, qui est une université privée et vise à faire des bénéfices. Donc, en fait, la question est, il faudra voir si le problème de la philosophie et de l'histoire ne se résout pas tout seul parce que logiquement, il vaut mieux avoir 100 ingénieurs et 10 philosophes que 110 ingénieurs, même d'un point de vue monétaire. Mais effectivement, le deuxième aspect, l'aspect que Vincent n'a pas dit, c'est qu'il faut garder en tête que ça reste de l'université publique et que par conséquent, l'État peut avoir un rôle là-dessus. C'est-à-dire que si on voit que l'offre en histoire, en philosophie est inférieure à combien les étudiants veulent faire, il est tout à fait envisageable pour l'État de dire que toute université qui a plus de N étudiants doit ouvrir son département de philosophie obligatoirement. Il y a toujours moyen de faire ça. Il y avait d'autres questions. Oui. D'abord, le traitement des universités privées. La question est, est-ce qu'ils sont partie prenante de ce système? Alors, naturellement, ce système peut être appliqué par des universités privées. Il n'y a pas de problème. Il y a juste une difficulté, c'est que le remboursement, si moi, je fais l'université et je pars en Angleterre vivre, ou en Suède ou en Australie, est-ce que qui va m'obliger à payer? Qui va faire les démarches pour que je paye quand même et pour que je déclare les revenus, etc. Le système public permet d'avoir les services fiscaux de l'État qui font ça. Donc, exactement comme si je suis poursuivi à l'étranger parce que je n'ai pas payé mes impôts. C'est pareil. Avec les conséquences pénales et avec le zèle qu'a l'État pour récupérer ses fonds. Naturellement, ce n'est pas pareil si on a un État qui ne garantit pas. Aujourd'hui, par exemple, en France, il y a très peu de prêts étudiants parce que, précisément, comme l'État ne les garantit pas, les banques ne veulent pas prêter puisque les étudiants, la plupart du temps, ils ne peuvent pas apporter une hypothèque ou une garantie qui paieront derrière. Ce qui veut dire que les établissements privés ont certainement un désavantage pour appliquer ce système, sauf si ils obtiennent de l'État la garantie. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine, comme c'est des établissements privés qui se payent. Si je suis pas convaincant, n'hésitez pas à remettre une couche. Alors, le pourcentage il y a une question qui est, est-ce que le pourcentage, c'est-à-dire 3% sur 24 ans ou 3,5%, etc., ne devrait-il pas varier selon le domaine? Par exemple,
si on est ingénieur ou financier, ou alors si on est littéraire. Ça pourrait changer. L'idée générale est que cela doit être décidé par les universités. Même si c'est public, la gestion des financements doit être décidée par les universités parce que c'est précisément en bénéficiant de cela, de l'argent des anciens étudiants, qu'on est motivé à leur fournir le meilleur service possible. Donc, effectivement, les universités peuvent faire varier. Nous n'avons pas fait les simulations là-dessus, mais ça peut varier selon l'université, mais aussi éventuellement selon les départements. Ce système est applicable à la formation continue. Alors là, nous avons analysé ce point, notamment sur la question si on fait un système dans lequel le remboursement c'est sur 30 ans, et moi je me forme à nouveau à 40, ça veut dire que le remboursement peut aller jusqu'à 75, 80, et donc ça peut poser un problème. Donc, disons qu'il faut trouver la bonne formule. Soit on a une formule courte, remboursement sur 20 ans, qui peut poser d'autres problèmes, et dans ce cas, on peut l'appliquer sans difficulté à la formation continue. Soit c'est un remboursement temps plus long, mais qui doit être réadapté à la formation continue. Ouais. Mais réadapté simplement en raccourcissant le temps de remboursement. Alors, est-ce qu'il y a une incitation? Il y a la question suivante. Ne manque-t-il pas une incitation pour les universités à baisser leurs coûts ou à faire la transparence du coût par étudiant versus une université privée? Est-ce qu'il y a... Alors, avec ce système, on est d'accord, il y a de la concurrence entre universités publiques et entre universités publiques et universités privées. Il est vrai que les universités publiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un avantage par rapport à l'université privée, c'est la fameuse garantie de l'État. Mais il y a néanmoins une concurrence entre universités publiques. C'est-à-dire que si vous appliquez un taux trop élevé, les étudiants vont choisir plutôt une autre université et cette autre université va attirer les étudiants brillants et donc il va pouvoir développer des meilleurs programmes, etc. Donc, en fait, c'est cette concurrence qui est censée protéger contre la montée des prix indéfinis. Il y a une autre question pour le remboursement. Cas des étudiants étrangers et surtout extra-européens plus difficiles à retrouver. Alors, là, c'est fait exprès pour, c'est-à-dire que le système australien, qui est un système de remboursement dépendant du revenu, donc on doit bien rembourser, hein, c'est pas comme celui-là. Celui-là est un système qu'on pourrait, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais qu'on pourrait qualifier d'un système d'action, c'est-à-dire l'État achète une petite action chez tous les étudiants, donc 3%. Mettons. Et comme une entreprise, ben, cette action, il reçoit les dividendes. Le système australien n'est pas ça. Il fait un prêt et le prêt est remboursé. Mais il y a des avantages pour les gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc, c'est un système plus de remboursement classique, mais qui s'adapte. Or, les Australiens l'ont ouvert, ce système, aux étrangers. En essayant de voir s'ils arrivaient, par cela, d'obtenir le recouvrement. Alors, là aussi, c'est très clair. Si un étranger va vivre en France ou au Royaume-Uni, il y a des règles. Tout le monde est membre du Bureau international du WTO, comment ça s'appelle, Organisation mondiale du commerce. Les juges sont tenus de suivre les accords internationaux et donc il est possible d'aller chercher les personnes sachant en plus que si on ne paye pas, on ne peut plus rentrer en Australie sous peine de devoir non seulement payer, mais même peut-être faire une année de prison. En revanche, il est toujours possible de partir aux Bahamas ou dans une zone qui nous protège contre cet accord
Et là, donc, il faut compter sur un pourcentage d'un pays. C'est pour ça que nous, quand on dit en fin de cycle, il y a 43 milliards. Bon, je vous ai dit 40 parce qu'il faut compter un peu avec des impayés. Mais l'Australie, dans l'ensemble, il s'en sort bien au point où il a maintenu pour les étrangers cette possibilité et il arrive à récupérer une bonne partie. Donc là-dessus, les retours d'expérience sont pas mauvais. Et voilà, on en est au bout des questions. Je me demande si on n'a pas sauté la question sur la formation continue. Vous l'avez un peu évoqué ou pas? Je l'ai dit à propos de la Pardon, durée du remboursement. ok. Ouais. Ouais. J'ai répondu tout un peu à la suite, donc c'était peut-être un Ouais, peu découpé. j'avais non, mais très bien. Moi, j'ai peut-être une question pour Raoul, une question peut-être plus d'ordre de mise en œuvre en fait de la réforme. Donc, je la trouve effectivement cette idée, cette note magnifique, et je pense qu'il faut aller vers ça. Quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que quand on dit aux gens, bah, il va falloir entre 12 et 20 ans pour que ce système soit mis en œuvre. Comment, alors là, on sort du cadre intellectuel, on rentre plus dans le terrain politique. Comment est-ce qu'on peut garantir, en fait, alors que l'horizon politique, on le voit en France, quelques mois, quand ce n'est pas quelques semaines, avec des remaniements ministériels, comment garantir que la mise en place d'un tel modèle qui prend donc entre 12 et 20 ans puisse faire, on va dire, l'objet d'un espèce de consensus politique, quelque chose qui ne soit pas retoqué 2 ans après et qui du coup tiendrait la longueur pour qu'il soit mis en place. Comment est-ce qu'on peut arriver? Ouais. Je sais pas. Alors là, c'est pas scientifique. Hein, c'est d'après toi, qu'est-ce qui pourrait permettre en fait à notre classe politique de s'accorder là-dessus et d'avoir un horizon pour une fois long? Oui, le plus difficile, c'est la première partie, c'est de mettre en place ce type. D'ailleurs, il y a cette discussion, typiquement, il y a deux types de systèmes qui donnent un peu plus de poids aux étudiants dans le financement. Il y a les systèmes où les étudiants payent avant, par exemple, augmenter les frais d'inscription tout de suite, ou alors moduler selon le revenu des parents. Il y a ceux où les étudiants payent après, dont le système qu'on défend, ou alors le système australien. Il se trouve que tous les économistes enfin tous, disons, la grande majorité des économistes sont favorables au système où on paye après. Et les raisons sont un peu évidentes. Côté justice, efficacité, tout est au vert. En revanche, les politiques tendent à faire des réformes uniquement sur les frais qu'on paye avant. Donc, ça, il y a une discrépance importante entre l'avis des experts et l'avis des politiques qui peut être expliquée par ce que tu dis, Maxime, c'est que payer après exige cet investissement à long terme qui dépasse largement un mandat électoral. Mais tu as soulevé deux questions. Une, c'est qui va avoir intérêt à le mettre en place, et l'autre est qu'est-ce qui nous assure que le système ne va pas être touché pour pouvoir bénéficier des fruits. Que ça, quand on a ce système, il faut patienter longtemps et pas le modifier parce que sinon on risque de perdre. Je suis plus optimiste sur le deuxième aspect parce que chaque année, il y a de l'argent qui rentre puisqu'il y a une nouvelle cohorte d'étudiants qui sortent, qui vont travailler, et une ancienne cohorte qui, elle, normalement, améliore sa carrière. Ce qui fait que aller modifier un système que chaque année rapporte un peu plus d'argent à l'État, qui peut donc épargner par des baisses d'impôts, par des investissements ailleurs, est du pain béni pour les gouvernements de demain. La question est, est-ce que le gouvernement d'aujourd'hui se préoccupe des gouvernements de demain? Effectivement, c'est là-dessus qu'il faut, je pense, c'est ce problème que je me posais quand on a pensé à ce système où on augmente très fortement les frais d'inscription tout de suite, c'est-à-dire un système qui puisse dès maintenant être avantageux pour les gouvernements d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la clé. Toutes les fois qu'on porte un conseil
qui est avantageux à court terme, ce conseil a forte chance d'être suivi. N'est-ce pas, le succès des idées keynésiennes, dépenser l'argent, ne vous inquiétez pas, n'avait aucune chance d'être pas suivi. C'est quand même génial. Donc, nous avons un peu le même problème, c'est fournir quelque chose qui dès maintenant fonctionne et peut-être en approfondissant cet aspect-là, c'est-à-dire les frais qui sont payés tout de suite, c'est une clé pour être intéressant tout de suite. Surtout que ça va faire beaucoup d'heureux qui ne payeront plus de frais d'inscription et peu de malheureux, c'est-à-dire ceux qui payent beaucoup, et c'est donc démocratie, ça marche, mais ces peu de malheureux, en réalité, sont heureux parce qu'ils savent qu'ils ont épargné de l'argent par rapport à s'y rentrer dans le système. Moi, je pense qu'on peut défendre ça et je pense qu'on peut, en tant que politicien, gagner de cette transition-là. Mais bon, c'est ouvert à discussion aussi, parce que le problème des questions comme ça, c'est qu'on ne peut pas débattre. Quelle question? Ouais. Quels sont les avantages de ce système progressif basé sur les revenus par rapport à un financement direct des étudiants? Donc, ce système, si on veut, taxe la réussite, oui. En fait, disons que tout le système d'impôt taxe la réussite. L'impôt, comme principe, taxe la réussite. Donc, la question est, si on va faire un système qui ne taxe pas la réussite, même s'il est public, c'est un système avec université chère et tout ça, et donc on retrouve le problème initial de égalité des chances, surtout. Si on met un système comme celui-là, le système comme celui-là taxe la réussite, mais taxe moins la réussite qu'un système d'imposition sur le territoire. On est tous déjà condamnés à payer une partie de notre revenu pendant des années. Parce que quel que soit le pays, on aura des impôts. Donc, la question est simplement de le faire plus juste dans le sens où la réussite sans études ne peut pas être taxée. Voilà, je m'arrête là, mais ça, par exemple, ça mérite un débat, typiquement. Comment ça marche, cette expérience en webinaire, alors? Mais très bien. Alors, est-ce qu'il reste encore quelques questions? Parce que sinon, bah, on va lever ce webinaire. Ah, quels sont... Ah, tiens, Raoul, à toi. Ah non, c'est la même, ben non. Quel groupe politique? Ah oui, il y en a un avant. Quel groupe politique? Oui, Ismaël, sur les... Qui est le plus susceptible, enfin, de ce que je crois comprendre, qui serait le plus susceptible de porter une telle réforme en France, dans la classe politique? En fait, mon intuition, c'est que, en fait, un peu tous ces du côté à gauche, il faudrait voir parce que c'est un système dans lequel les contribuables sont gagnants, les étudiants sont gagnants. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les fonctionnaires travaillant à l'université ne sont pas tous gagnants. Parce que, bien, puisqu'il faut faire réussir les étudiants, ils vont probablement avoir plus de pression qu'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on représente ces catégories-là, comme par exemple, mettons, le Parti socialiste, peut-être qu'on aura une pression de cet électorat pour ne pas promouvoir ce système. Un
encore que les socialistes sont aussi payés par les jeunes, et notamment les jeunes sont votés par les jeunes et les jeunes étudiants. Donc la question se pose, quel type d'intérêts vont favoriser le Parti socialiste? Quand on va chercher de l'autre côté, les républicains, peut-être qu'ils trouvent finalement ce système un peu trop mutualiste et qui pourrait vouloir aller sur un système qui est plus basé sur des prêts. C'est pas sûr, parce que ce système va permettre, libéralise à la fois l'université et à la fois il garantit, il est très marqué sur la défense du service public. Donc, les républicains pourraient être très séduits, comme aussi une partie d'entre eux pourrait être, au contraire, pourrait le contester au nom d'une réforme de type australien. À mon avis, c'est transpartisan, ce truc. Il y en a dans tous les partis qui vont le défendre, et l'idée, c'est essayer de promouvoir suffisamment pour que beaucoup de gens dans chaque parti le défendent. Alors, je suis d'accord avec toi, Raoul, c'est transpartisan. Alors, ça peut paraître un peu ironique, alors qu'en ce moment ont lieu les questions gouvernement qui apparemment se passent très mal. Donc, le transpartisanisme en France, on en est encore loin, mais il faut continuer à espérer. Et je pense effectivement qu'une belle idée comme ça nous permettrait peut-être de mettre d'accord certaines personnes en oubliant un petit peu leurs étiquettes et leur parcours pour œuvrer pour le bien de tous et pas seulement pour celui de leur structure ou de leur carrière. Donc, en tout cas, nous, on va pousser cette note, on va pousser cette idée comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on l'envoie aux décideurs, on l'envoie au cabinet, on l'envoie à l'Assemblée, on l'envoie au Parlement, et on va essayer de la pousser au maximum en espérant que des politiques reprennent l'idée et la poussent. C'est notre rôle en tant que think tank de formuler, de travailler sur les idées et ensuite de laisser les décideurs décider. Donc, chacun dans son rôle. Moi, je voulais juste vous remercier à tous. On arrive à la fin de